Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Florian a sorti la semaine dernière son top. La semaine prochaine, c'est Thomas. Donc moi, je suis au milieu. Je vais sortir à mon tour mon top 10 des films de tous les temps. Mon top 10 de mes films préférés. Donc avant tout, je préfère le préciser que c'est un top 100% subjectif. Ce n'est pas les top 10 des meilleurs films de tous les temps, même si j'aimerais bien que ce le soit. Vous aussi, vous avez sûrement des films que vous aimez vraiment. Et ben, ça me ferait plaisir que vous les mettiez en commentaire. Comme ça, on pourra échanger et peut-être qu'on aura des similarités dans nos tops. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner. Et c'est parti pour la 10e place. Whatever you do, do it carefully. On commence avec Phantom Thread de Paul Thomas Anderson, un film qui est sorti en 2017. Alors c'est l'histoire d'un grand couturier et grand célibataire qui s'appelle Reynolds Woodcock, joué par un de mes acteurs préférés, c'est pour ça d'ailleurs que ce film est dans ce classement, Daniel Day-Lewis. Je l'aime plus que tout cet acteur, qui un jour remarque une jeune femme qui s'appelle Alma, il tombe directement sous son charme et veut en faire sa nouvelle muse. De son côté, la jeune femme tombe aussi sous le charme de Reynolds et démarre alors une relation un petit peu ambigu entre les personnages. Les deux ont des personnalités très marquées qui sont souvent la source des conflits principaux pendant le film. On a d'un côté Reynolds qui est un perfectionniste, un acharné dans son travail et qui n'arrive pas vraiment à montrer ses sentiments. Et de l'autre côté on a Alma qui est une fille qui appartient à son temps, qui est pleine de vie, qui est joyeuse et du coup on a vraiment une opposition de personnalités. Et c'est malgré ces oppositions et cette différence d'âge surtout que les deux personnages vont quand même réussir à trouver chez l'un et l'autre une complémentarité qui va faire que leur relation va devenir de plus en plus sérieuse. Et ce qui est admirable dans ce film et ce que j'aime tout particulièrement, c'est que c'est extrêmement bien écrit et mis en scène par peut-être un de mes réalisateurs préférés qui est Paul Thomas Anderson. D'ailleurs, il aurait dû peut-être avoir d'autres films dans ce classement comme The Master, comme There Will Be Blood. C'est tellement bien écrit que Paul Thomas Anderson décide de pas prendre parti pour l'un ou l'autre des personnages, même si en tant que spectateur on remarque quand même la tête d'affiche qu'est Daniel Day-Lewis quand même, mais d'un autre côté on n'arrive pas vraiment à s'attacher à un seul personnage en particularité, on s'attache plus à cet ensemble que forment Alma et Reynolds, et c'est ce qui fait que j'adore ce film, parce qu'au final on peut trouver des réponses à nos questions personnelles dans l'un ou l'autre personnage. Et moi c'est un film qui m'a énormément touché personnellement, j'ai pu me retrouver pas mal chez les deux personnages, un peu plus chez Reynolds quand même, qui a une personnalité très marquée et très intéressante dans ce film, et c'est ce qui fait que ce film est dans ce classement, et j'ai vraiment hâte de voir ce que va faire Paul Thomas Anderson par la suite. Ok, film suivant, Drive de Nicolas Winding Refn. Waouh. Alors il faut savoir que ce film j'ai découvert quand j'avais je pense 13-14 ans, quand le film est sorti du coup. Et à cette époque, la plupart des films que je regardais c'était quand même des blockbusters, des films d'action, des films de science-fiction, des films quand même avec un énorme budget. Et ce film est arrivé justement avec un marketing qui faisait très Fast and Furious et ça m'a beaucoup intrigué. Je suis allé le voir et j'étais pas du tout déçu parce que directement quand le film est sorti en Blu-ray, je l'ai acheté et puis je crois que j'ai dû le mater je pense 16 fois, un truc comme ça. Je matais ce film tous les jours quasiment, c'était incroyable. Et je pense que c'est vraiment le film qui a réussi à m'ouvrir vers le cinéma indépendant qu'aujourd'hui j'aime plus que tout et que je regarde en majorité. Il m'a notamment marqué par son ambiance, on peut que retenir les musiques de Cliff Martinez qui sont juste folles, rien qu'à l'intro du film dans la voiture avec ça m'a bluffé. En plus de ça, il y a des musiques de Kavinsky, de Electric Youth qui sont des artistes qui font de base des musiques très cinématiques et du coup elles collent parfaitement avec l'ambiance du film, et même des années plus tard quand tu réécoutes ces sons, t'as justement ces espèces de souvenirs de scènes de Drive et je trouve que ça colle tellement bien. Ce qui m'avait aussi beaucoup marqué dans ce film, c'est vraiment les longs silences qu'on avait entre les dialogues, les passages où Ryan Gosling te balance une punch, puis il y a un silence, puis ensuite t'as Carey Mulligan qui lui répond, puis un long silence. Je trouvais ça tellement cool parce que ça renforce justement cette ambiance très pesante qu'il y a dans ce film. Il y a aussi un rapport à la violence qui est assez authentique, que j'aime vraiment beaucoup, qui contrairement à d'autres films d'action des années 80 où t'as un truc très cartoon, où le mec ultra badass vient casser la gueule et tu vois pas de sang, tu vois... ça a pas l'air sérieux, on dirait que tout est en plastique. Là justement dans Drive c'est froid, c'est brut, t'as du sang partout, t'as des explosions de visage, de genre de truc, et quand t'as 13 ans et 14 ans et que tu vois ça pour la première fois, tu te dis quoi, c'est possible de faire un cinéma comme ça? Moi ça m'a beaucoup marqué, ça m'a presque traumatisé dans un sens, parce que j'ai souvent ces scènes, la scène de l'ascenseur, c'est des scènes qu'il faut pas voir quand t'es gamin. Et pour finir sur ce film, il faut absolument parler de la photographie de Newton Thomas Sigel, qui est juste phénoménal. Il arrive à sublimer que ce soit des environnements de nuit, avec des néons, avec des ambiances bleutées, violettes, ou alors de jour, avec ce côté très dreamy, film hollywoodien, californien, où tu vois, c'est souvent des couchers de soleil d'ailleurs, et ça te donne une image tellement belle, et waouh, l'ambiance du film, je l'ai tellement trouvée parfaite qu'aujourd'hui encore elle m'a marqué et je pourrais voir ce film une dizaine de fois sans m'en lasser quoi. Alors ce téléphone.
Ok, film suivant, Manu chez Maud d'Éric Rohmer. C'est le premier et seul film français de ce classement. Pour vous résumer ce film vite fait, c'est l'histoire d'un ingénieur qui débarque à Clermont. Il remarque une fille blonde magnifique, il veut l'épouser carrément. C'est le méga coup de cœur jusqu'au jour où un pote à lui dit « Mec, ce soir on va chez ma pote, elle s'appelle Maud, elle est super cool. » Et là c'est encore une fois le coup de cœur, cette fille elle est complètement à l'opposé de la blonde qu'il avait rencontrée auparavant et il est justement dans un gros dilemme, il ne sait pas qui choisir entre les deux. C'est clairement un film qui part des décisions qui changent la vie de quelqu'un pour toujours. Ici c'est illustré par justement la quête du partenaire idéal, mais contrairement à d'autres films où on te montrerait la quête du personnage qui passe par je ne sais pas quel parcours invraisemblable pour arriver justement à la décision et choisir entre la personne A et la personne B. Mais ici, contrairement à d'autres films, sa décision se base sur des détails, sur des trucs qui sont presque invisibles, des morceaux de dialogue tout petits, et c'est ce qui fait que le film est très vrai, je trouve. Ce que nous montre Rohmer dans ce film, c'est que les choix les plus importants dans notre vie, on les fait sur des détails, sur des choses qu'on remarque pas au premier abord, qu'on remarque plus tard, comme là dans le film où tout se décide justement pendant cette nuit chez Maud. Faut savoir aussi que Rohmer, de base, c'est un mec qui est passionné de sociologie, il l'aborde dans tous ses films, que ce soit de manière très discrète avec des petits dialogues ou alors avec des sous-entendus, ou alors il te fait débattre ses personnages sur des thèmes de sociologie assez précis, et même il te donne des références pour qu'ensuite, quand t'as fini le film, tu puisses acheter le bouquin pour te renseigner un peu dessus. Et au final, tout ça prend son sens plus tard dans le film et a une importance capitale sur le choix des personnages. Et même au niveau de la mise en scène, il y a un plan que j'aime de ouf, je vous le mets juste là, c'est Jean-Louis Trintignant et Marie-Christine Barrault qui sont sur les hauteurs de Clermont avec derrière la cathédrale en roche volcanique qui est juste magnifique, et le choix de l'optique qui est une longue focale fait que le décor écrase complètement les personnages qui sont justement en plus dans une conversation très sérieuse, et le décor influe là-dessus et ça te donne une scène qui est juste magnifique. Ok, film suivant, c'est Star Wars. Mais oui, évidemment, je pouvais pas faire de classement sans parler de Star Wars. D'ailleurs, je pense que je vous ai menti pour Drive, ça doit être Star Wars, le film que j'ai vu le plus de fois, le 4 et le 3. À mon avis, le DVD est bien marqué. Ça pour beaucoup de raisons. Star Wars, déjà, c'est un véritable pionnier du cinéma blockbuster de science-fiction. C'est une des sagas les plus rentables de l'histoire du cinéma. Mais au-delà de ça, c'est aussi l'histoire incroyable de Luke Skywalker, qui est un mec qui vit dans une ferme au fin fond de la galaxie où personne n'a jamais entendu parler de ce bled, qui un jour se retrouve malgré lui embarqué dans une aventure mais de malade, et pendant cette aventure il rencontre des personnages plus fantasques les uns que les autres, avec des personnalités tellement bien écrites, tellement bien marquées, comme celle d'Han Solo qui est je pense mon personnage préféré de la saga, ou Lando, ou Leia, ou Chewbacca. Et Dark Vador par exemple, c'est un personnage que je trouve absolument incroyable, il est tellement bien écrit, son costume est juste magnifique. Aujourd'hui il est tellement connu, tout le monde l'a vu même sans avoir vu le film, tout le monde sait qui est Dark Vador, et c'est ce qui en a fait vraiment un des personnages fictifs les plus puissants de l'histoire du cinéma. Et au-delà de ça, il y a aussi la musique du film qui est composée par John Williams, le thème de la Force tout particulièrement, qui est je pense un des trucs qui me fait le plus chialer au monde. À chaque fois que je l'entends, même dans la nouvelle trilogie, ça me foutait les larmes aux yeux, c'est tellement beau, c'est tellement puissant. En tout cas, ça va être vraiment compliqué d'être objectif sur ce film parce que je l'aime vraiment plus que tout. Et encore aujourd'hui, je vis un rêve éveillé, un rêve de gosse quand je vois ce que Disney arrive à faire de bien avec l'univers Star Wars, que ce soit The Mandalorian, que ce soit Rogue One, que ce soit même la nouvelle trilogie. Je suis désolé, mais moi j'aime beaucoup la nouvelle trilogie et tout ce qui va venir après, la série sur Obi-Wan et la trilogie qui suivra. Moi j'attends que ça, parce que après Star Wars 3, j'étais toutes les semaines à taper Star Wars 7, date de sortie, je regardais tous les concept trailers. Quand le 7 est sorti, je suis désolé, mais j'ai tellement kiffé et je suis tellement heureux que cette saga vive encore aujourd'hui. Il y a des parcs d'attractions qui vont ouvrir un peu partout, il y a des BD, il y a des livres, il y a des waouh, vraiment Disney continuez parce que moi j'aime plus que tout. 거기에 옳고 그른 건 없어요. 자연의 도둑만 있지. Ok, film suivant, Burning de Chang Dong-li. Ce film, c'est l'histoire d'un jeune courtier qui s'appelle Jung-son, qui un jour retrouve Amy, qui est son ancienne voisine. Il tombe immédiatement sous le charme de la jeune fille et démarre alors une relation entre les deux personnes, une relation un petit peu ambiguë où ils savent pas encore quelle étiquette mettre sur leurs sentiments. Un jour, Amy part à l'étranger et lorsqu'elle revient, c'est avec un jeune homme très beau, très charismatique, très riche, qui s'appelle Ben, qui est joué par Stephen Yeun en plus d'ailleurs. Démarre alors un espèce de triangle amoureux très bizarre entre les trois personnages, et sans trop vous spoiler pourquoi, c'est à partir de là que le film part dans le genre thriller et devient vraiment de plus en plus fou. Le côté imprévisible du scénario nous fait nous remettre en question constamment, et quand t'arrives à la fin du film, tu peux que pleurer tellement tu t'es pris une dose de beauté dans la gueule pendant ces 2h30. Ce film est juste fou et il est rempli de moments que t'as envie de graver dans ta mémoire comme des souvenirs. Et je pense surtout à une scène en particulier dans le film qui m'a vraiment beaucoup marqué.
C'est une scène où les trois personnages fument quelque chose, je vais pas dire ce que c'est. Il y a un moment, Amy elle se lève, elle décide d'enlever son t-shirt et elle décide de danser face au coucher du soleil avec sur le côté un drapeau coréen. C'est une scène qui arrive à un moment très important dans le film, qui raconte beaucoup de choses alors que c'est juste quelqu'un qui danse face à un coucher de soleil. Et en plus de ça, c'est marqué d'une poésie, d'une beauté que j'ai rarement vue au cinéma. C'est clairement une de mes scènes préférées et j'y pense très souvent, je trouve cette scène juste magnifique. En tout cas, ce film, j'ai un rapport assez particulier avec lui. Je me souviens que plusieurs mois après l'avoir regardé, j'avais toujours des moments qui m'avaient vraiment beaucoup marqué et qui revenaient comme des souvenirs, quoi. C'était une expérience que j'avais jamais vraiment vécue auparavant. I don't know, is there something I can do for you? Paris, Texas. Film suivant, c'est Paris, Texas de Wim Wenders. Celui-là, c'est une expérience comme jamais vraiment j'ai vécu devant un film. C'est quelque chose de très particulier et de vraiment très impressionnant. Ce film, c'est un long voyage, celui de Travis, un gars qui fuit son passé, qui erre dans le désert perdu du Texas à pied sous une chaleur torride. Et là débarque son frère qui décide de le ramener auprès de sa famille à Los Angeles. Et c'est là le début de la reconstruction de ce personnage, une reconstruction intérieure, à la recherche du but ultime de la vie, le but que tout le monde cherche, celui de la plénitude, de la stabilité, notamment dans l'amour, la stabilité amoureuse, même par son amour-propre, l'amour de sa famille, l'amour de son fils, qu'il a abandonné depuis pas mal d'années. Et comme j'ai dit, un des moteurs principaux de sa reconstruction, c'est l'amour de Jane, son ex-femme, qui représente l'espoir de renaissance qu'a Travis et qui le motive vraiment à avancer pour aller vers ce but-là. Et dans tout ça, c'est sublimé par une mise en scène juste phénoménale. Wim Wenders, c'est absolument ce qu'il fait. Il sait le filmer, que ce soit la ville, que ce soit la campagne, le désert. Il s'inspire notamment d'un de mes peintres préférés qui est Edward Hopper, qui a l'habitude de filmer ces moments de solitude dans un environnement très urbain ou alors à la campagne. Et c'est tout le propos du film et il l'utilise à plusieurs moments, même avec des couleurs très marquées, que ce soit des couleurs très vertes, très saturées sur les personnages, des couleurs violettes, des couleurs roses, qui contrastent un petit peu avec la solitude des personnages. Et tout ça, ça te marque la rétine au plus profond. Et ça fait que l'expérience que tu vis, elle est juste magique et inoubliable. Et petite mention pour Harry Dean Stanton et Nastasia Kinski, qui sont les deux acteurs du film qui le portent à bout de bras, qui sont juste phénoménaux et que j'aime tout particulièrement. Chungking Express, a film by Wong Kar-wai. Ok, film suivant, c'est Chungking Express de Wong Kar-wai. Alors Wong Kar-wai, j'aurais voulu mettre un nombre de films phénoménaux. D'ailleurs, ça se combattait un petit peu entre Chungking Express, In the Mood for Love évidemment, et Fallen Angels que j'aime plus que tout, même Happy Together que j'aime aussi. Enfin, ouais, tous ces films en fait, toute sa filmographie aurait dû être dans mon top 10 parce que j'aime vraiment beaucoup ce réalisateur. Ce film en plus, il est assez simple à résumer, mais au fond de lui, il regorge d'une richesse, mais comme j'en ai jamais vu auparavant. En gros, c'est deux histoires d'amour dans le quartier de Chungking à Hong Kong. Voilà, ça c'est le principe de base du film, mais tout ce qui est autour, ça m'a bluffé. Ce film, c'est avant tout une capture de moments, celle des sentiments qui disparaissent, qui apparaissent, puis plus du tout. C'est vraiment une sensation d'émotion éphémère dans cette ville qui est constamment en mouvement, où les personnages sont perdus et écrasés, que ce soit par les immeubles, par le béton qu'il y a autour d'eux, par la masse de population qui s'agglutine un peu partout. Ils en viennent même à terminer à genoux dans certaines scènes tellement la pression de l'environnement pèse sur eux. Et justement, c'est tout le paradoxe que ce film veut montrer dans cette ville qui est Hong Kong, qui est une ville qui est anormalement peuplée, il y a plusieurs millions d'habitants dans cette ville. Ici, les personnages sont seuls et pendant tout le film, leur seul but c'est de sortir de cette solitude. Et justement, les émotions qui dégagent sont tellement fortes qu'elles dépeignent sur l'environnement qui le rend totalement mélancolique. Dans ce film, Wong Kar-wai, il y a une réalisation presque documentaire qui le rend carrément authentique. On voit les personnages au moment où ils sont le plus eux-mêmes, on vit carrément l'instabilité de leur existence avec cette caméra à l'épaule carrément tremblante, qui d'ailleurs, pour anecdote, est justifiée. Le réalisateur n'avait pas les autorisations pour filmer la plupart des scènes, du coup il se trimballait avec Christopher Doyle, son chef-op, dans les villes de Hong Kong à essayer de capturer le plus de scènes possible, dans le plus d'environnements possible, en très peu de temps. Et c'est ce qui rend encore une fois ce film très naturel, avec une sincérité juste magnifique. Your life will flash by. Ok, on y est, le top 3. Je vais vous parler de The Tree of Life de Terrence Malick. Ce film, c'est clairement pour moi le film parfait, le film total, le film qui arrive à tout dire sans même avoir 400 lignes de dialogue. Ce film, il parle de nostalgie, il parle de souvenirs, et c'est montré à l'écran par des espèces de fragments de vie, celle de Jack, joué par Sean Penn d'ailleurs, qui un jour a perdu son frère, et cet événement traumatisant fait qu'il se remet à penser à des moments de son enfance, des moments doux, des moments tristes, des moments violents,
des moments qui l'ont marqué et qui ont fait qu'il est la personne qu'il est aujourd'hui. Et tout ça s'est mis en scène à la perfection par Terrence Malick, avec l'aide de son directeur photo Emmanuel Lubezki, qui a pour moi créé les plus beaux plans de toute la décennie, et je trouve ça même dommage que ce film n'ait pas gagné un Oscar pour ça. Et tout ça en y ajoutant, comme dans un souvenir, des dialogues en murmure, des dialogues fins, justes, qui résonnent dans la salle de cinéma comme s'ils résonnaient dans ta tête, c'est juste fabuleux. Pour accompagner ça, on a le droit à une musique juste fabuleuse de Zbigniew Plesner, dont le Lacrimosa est dans la scène de la naissance de l'univers, qui est ma scène préférée de l'histoire du cinéma, que je trouve juste magnifique avec cette musique. Et au-delà de sa qualité visuelle, c'est un film qui parle énormément et à tout le monde. Il évoque nos propres souvenirs qu'on arrive à calquer facilement sur ceux du film. Et encore mieux, comme je l'ai dit avant, c'est un film que je considère comme total. Il arrive à tout aborder dans un sens, la vie, la mort, l'enfance, la reconnaissance, le pardon, il aborde tout. Et c'est pas pour rien qu'il s'appelle comme ça. The Tree of Life, c'est un film qui parle de la vie dans son ensemble. Et c'est pour ça que je considère ce film comme une œuvre totale et que je pense que personne n'arrivera jamais à aborder ces sujets aussi bien que Terrence Malick l'a fait pour ce film. Robert De Niro and Martin Scorsese's Taxi Driver. Ok, top 2 maintenant, c'est Taxi Driver de Martin Scorsese. Donc je pense qu'on a à peu près tout dit sur ce film. Aujourd'hui, c'est un classique indiscutable. Il revient toujours dans le top 10 des meilleurs films de tous les temps, dans à peu près tous les top 10 que tu peux trouver. Et quand même, j'ai envie d'en rajouter sur ce film parce que je l'aime et je l'aime plus que tout. Déjà, pour résumer un petit peu, pour les personnes qui n'ont jamais vu Taxi Driver, c'est l'histoire de Travis Bickle, un chauffeur de taxi new-yorkais qui un jour rencontre une fille magnifique qui s'appelle Betsy et qui représente en elle tout l'espoir que le personnage cherchait depuis toujours. Mais quelques temps après, le personnage part dans une descente aux enfers qui échappe totalement à son contrôle. La violence nocturne omniprésente qui vit au quotidien le ramène dans ses plus sombres souvenirs et fait qu'il pète littéralement un câble. Ça va d'ailleurs donner des scènes qui sont parmi les plus cultes de l'histoire du cinéma, comme le Are You Talking to Me, qui est comme un cri à la solitude face à lui-même, une sorte de provocation au duel qui mènera plus tard dans le film à une des fins les plus folles de l'histoire du cinéma. Personnellement, ce film il a une place assez spéciale dans mon cœur. Je me souviens que la toute première fois que je l'ai vu, je crois que c'était d'ailleurs le premier classique de ma liste de classiques à voir quand j'étais au collège. Et vraiment, je pense que c'est le film qui a fait démarrer pour moi cette vraie passion que j'ai pour le cinéma, le fait que je regarde énormément de films. Ça a commencé avec Taxi Driver. Aujourd'hui, je pourrais jamais oublier cette toute première fois où je l'ai vu, où je rentrais des cours, j'appuie sur play et là j'entends la musique de Bernard Herrmann. C'était juste magique et là j'étais tombé amoureux quoi. Ok, c'est le moment que vous attendez tous, c'est le top 1, vous vous doutez bien, il y a bien un film que j'ai oublié de parler, c'est La La Land de Damien Chazelle. Je crois qu'on en a déjà pas mal parlé sur la chaîne, dans plusieurs vidéos, donc c'est pas étonnant qu'il finisse ici. Mais à partir du moment où ton film commence avec un plan séquence chanté, ultra bien chorégraphié, où les acteurs et les danseurs dansent avec la caméra, avec Los Angeles en fond, sur une autoroute, mais avec des couleurs partout, bah, c'est mort. J'ai déjà pleuré 5 fois et j'ai envie que ça recommence. Et en plus, le film arrive à faire de mieux en mieux à chaque scène, la mise en scène de Chazelle regorge de richesse. C'est juste incroyable qu'elle soit empruntée à Jacques Demy, qui est, je pense, la plus grosse influence de tout le film ou au cinéma hollywoodien des années 60, dont il a forcément été tombé amoureux comme nous tous. Ce film, c'est justement une déclaration au cinéma, une déclaration à l'art en général, une déclaration au jazz, à la musique, une déclaration à tout ce qui a fait le rayonnement d'Hollywood et de Los Angeles, et ce qui fait qu'aujourd'hui, ça nous a marqué. Et en plus de ça, on a eu une chance monumentale de pouvoir partir à Los Angeles avec les gars, c'était en février, et là-bas, on a pu visiter les décors de La La Land, et ce qui m'a vraiment le plus marqué, c'est qu'en fait, ces décors, c'est pas des décors de studio, c'est pas des décors qui ont été refaits en images de synthèse, c'est des endroits réels de Los Angeles, c'est des endroits soit connus, soit des endroits un peu méconnus, avec souvent quelque chose de très particulier qui s'en dégage, notamment la première scène de danse entre Mia et Sébastien qui se passe sur les hauteurs de Los Angeles. D'ailleurs, il faut savoir que c'est pas Los Angeles, d'ailleurs c'est une autre ville, c'est un endroit qui est complètement banal, c'est une route de montagne où personne ne passe jamais, c'est devenu un des décors les plus marquants du cinéma de la dernière décennie quoi. Ça paraît bête, mais la plupart du temps, le cinéma aime bien embellir la réalité pour mieux la faire vendre, et c'est normal, nous on aime tout ça. Mais là dans ce film, Damien Chazelle nous montre Los Angeles dans sa plus belle authenticité, il nous montre que cette ville qui a créé le cinéma est aujourd'hui un immense film à ciel ouvert. Et voilà, ensuite il y a un mec sur YouTube qui met La La Land en top 1. Voilà, c'est bravo Damien, super. Voilà, c'est fini pour mon top 10. C'était assez compliqué à faire, je dois vous avouer, il y a énormément de films que j'ai dû délaisser. J'aimerais beaucoup vous en parler, je sais pas si on trouvera un moyen de faire une vidéo plus tard. En tout cas, la création de ce top, ça a été assez cool parce que j'ai pu justement faire des critiques sur des films qu'aujourd'hui j'estime énormément et c'est toujours assez compliqué à faire, donc je vous recommande de faire ça. Et même en faisant ça, j'ai encore plus apprécié ces films et même j'ai réalisé la puissance que pouvait avoir le
cinéma sur une personne et même l'art en général, et à quel point ça a influé beaucoup de choses dans ma vie, ça a permis de répondre à des questions que j'avais, ça a permis de m'ouvrir les yeux sur beaucoup de choses, ça m'a permis de mûrir en tant que personne, ça m'a permis de découvrir plein de choses que je ne savais pas sur moi, sur mes goûts, ça a vraiment forgé ma personnalité et aujourd'hui je suis entièrement reconnaissant pour le cinéma de m'avoir offert ce genre d'expérience. Et vraiment ce que je souhaite le plus possible avec ce top 10, c'est que d'ici 10-20 ans il soit plus du tout le même, qu'il soit complètement changé et que plein d'autres films nouveaux se rajoutent, parce que ça confirmera que le cinéma n'est pas mort, que le cinéma est un art nouveau, que le cinéma est un art qui vient de naître. Et que là, tous les films dont je viens de parler, en fait, c'est que le début, et que d'ici 100 ans, on en aura des ribambelles de films. Et j'espère qu'ils me plairont tout autant que ceux que je vous ai cités aujourd'hui. Voilà, comme j'ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, et si ce n'est pas le cas, mettez-moi en commentaire vos films préférés, ça me fera très plaisir de les lire. Normalement, la semaine prochaine, si je dis pas de bêtises, Thomas vous sortira son top 10, ça risque d'être très sympa. Si vous l'avez pas vu, il y a Flo qui a sorti son top 10 la semaine dernière. Sur ce, moi je repars pour de nouvelles aventures. Ciao!